heureuse de vous retrouver encore en ce mercredi, en tout cas le premier mercredi du mois de mars, le mois dédié à la femme. Et je reviens en tout cas hommage à toutes les femmes et de toutes les catégories, en tout cas de la vie sociale, en tout cas les mamans maraîchères, les mamans journalistes, les mamans professeurs, les mamans médecins, les mamans avocates, en tout cas hommage à toutes les femmes qui se battent en tout cas pour faire sortir la RDC de ce gouffre. Aujourd'hui, le plateau est genré, comme on le dit. Je suis avec Marcelin Tshiswaka, voilà, de Congo Web Télévision. Très heureuse de vous retrouver encore en ce mercredi, Marcelin. C'est moi qui suis également très content voilà, de retrouver. Voilà, le public vous a réclamé. Voilà, il revient encore cette fois-ci pour parler de ces sujets d'actualité. Je suis avec une grande dame, en tout cas que nous appelons affectueusement Dada. Voilà, je suis avec Gudule Boilia de l'Objectif et de la RTNC. Très heureuse de vous retrouver, Dada. Bonjour, très heureuse à moi aussi. Voilà, et bon mois de la femme. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de l'éclatement du RASOP, du Rassemblement de l'Opposition. Marcelin Tshiswaka, le journal Forum nous a dit aujourd'hui, éclatement consommé. Après les tandems Tshisekedi JR Lumbi, le duo Olenga Chibala, voici la paire Mayombe Kankou. Pour sa part, l'UDPS constate l'auto-exclusion de son SGA. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'opposition congolaise nous offre vraiment un visage de dissension. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pratiquement au RASOP? Merci madame pour m'avoir associé à ces débats. Il faut parler des rassemblements. Je crois qu'il faut répartir l'origine même de la création de cette plateforme. Vous savez, c'était l'idée d'Étienne Tshisekedi de pouvoir réunir toutes les plateformes se réclamant de l'opposition afin de constituer une force pouvant faire face à la mouvance présidentielle. Mais il faut comprendre que quand on parle opposition à la République démocratique du Congo, il faut faire également allusion à ce qu'on appelle la conquête, non pas de pouvoir comme la loi l'exige, mais plutôt la recherche de moyens pécuniaires. Il fallait s'y attendre qu'après le décès d'Étienne Tshisekedi, qu'on pouvait finalement arriver à tous ceux qui se sont introduits dans le rassemblement pour le positionnement tout simplement, parce que le nom d'Étienne Tshisekedi était devenu comme une blanchisserie, et c'est tout à fait normal qu'on y arrive là. Mais par rapport au titre de notre confrère Forum des As ce matin, l'éclatement consommé, j'aurais bien voulu peut-être dire le départ ou l'auto-exclusion de certains ténors de l'opposition ou ces réclamants de l'opposition au sein du rassemblement. Il faut voir par exemple le tandem Mayombe-Kankou. Voyons la personnalité de Mayombe d'abord au sein même du rassemblement. Mayombe est parti au rassemblement, c'était au nom de la dynamique parce qu'en son temps, il était le modérateur de la dynamique de l'opposition. Et au finish, jusqu'après le retour de Genval, il s'est retrouvé à la Cité de l'Union africaine où il a participé au dialogue sous Eden Kodjo, sous les auspices d'Eden Kodjo, et aujourd'hui il est ministre. Comment peut-il se réclamer à la fois du rassemblement, alors que le rassemblement est en train de boycotter les assises de la Cité de l'Union africaine, et en même temps le rassemblement n'est pas partie prenante à l'actuel gouvernement Sami Badibanga. Vous voyez déjà la cacophonie sur même la personne, la confusion sur la personne de Patrick Mayombe. Aujourd'hui cet éclatement, c'est parce que Tshisekedi est mort qu'aujourd'hui, c'était lui l'élément fédérateur. C'est la question que je pose à Guy Dubois. C'est Étienne Tshisekedi qui était l'élément fédérateur de cette opposition parce que quelqu'un a tweeté, il a dit voilà, Étienne Tshisekedi est parti, l'opposition n'existe plus. Il était le seul vrai opposant. Est-ce vrai? Oui, je dirais à 90% oui. Et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui démontre en fait que c'était Tshisekedi de l'opposition. Tout le reste venait s'abreuver auprès de lui comme opposant. Vous allez constater que depuis que Mobutu est décédé, ou bien même avant Mobutu, il est le seul qui est resté constant. Toutes les personnes qui sont arrivées tout autour de Tshisekedi, à un moment donné, ils sont partis. Olenganko qui parle aujourd'hui, nous savons que à la période de Sun City, il était parti avec Zaïd Ngoma. Il était dans le gouvernement, donc il a travaillé avec Il était ministre de Transport. Il a travaillé avec Mobutu. Vous allez prendre Numbi.
Numbi était aussi, il était ministre. Lumbi. Nous parlons de Pierre Lumbi. Il a travaillé avec Tshisekedi, mais à un moment donné, il est parti aussi pour travailler avec Kabila, et puis il est revenu. Et lui, Tshisekedi est resté le seul. Si on doit parler de l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo, on parle d'abord de Tshisekedi. C'est lui l'opposition. Après avoir perdu un baobab de l'opposition comme lui, c'est tout à fait normal. Toutes les personnes qui tournaient tout autour de lui, même ceux qui ont été avec lui en 2011. Vous avez le vice-ministre de l'Intérieur actuel. Il a été élu sur base de son acquaintance avec... il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement au Razop. Sami Badibangui, il a été avec... Donc, toutes les personnes qui ont tourné tout autour de lui, à un moment donné, ils ont changé. Et Tshisekedi, quand quelqu'un comme ça part, c'est comme un père de famille. Il laisse une famille nombreuse. Chacun cherche à quel arbre ou à quelle branche de l'arbre il doit s'accrocher pour ne pas tomber. Et c'est comme ça qu'on retrouve tout ce qu'on a aujourd'hui dans la basse-cour, tout ce que ces remue-ménage qu'on a là. Mais à un moment donné, on va arriver à sortir de tous ces lots-là un groupe de gens, voilà, on peut en sortir. Alors moi, si je dois parler de ce qu'a écrit Forum des As, j'aurais aimé qu'il parle plutôt de l'éclatement programmé, ou mettre... c'est poser la question, est-ce que l'éclatement est consommé? Mais dire que l'éclatement est consommé, point, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là. J'y reviens aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas là. Qui peut jouer ce rôle-là? Parce qu'en tout cas, l'opinion se pose la question. L'opposition déçoit aujourd'hui une grande frange de la population. On ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, même quand on tend les micros à cette population, on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette division? Est-ce que les opposants congolais sont-ils facilement manipulables, achetables aujourd'hui? Parce qu'on n'y comprend plus rien, franchement. C'est vraiment le chaos aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce vrai? Madame, c'est ce qu'on appelle la guerre de positionnement. J'espère que le rassemblement va survivre. Il y a déjà de base la restauration du rassemblement tel qu'elle a été effectuée tout récemment. Je crois que ça donne lieu d'espoir que cette plateforme politique pourra vivre. Je prends par les choix de Félix Tshisekedi à la présidence du rassemblement. C'est un choix judiciaire dans la mesure où Félix Tshisekedi conserve la base sociologique de l'UDPS, qui est l'une des forces majeures du rassemblement. Et vous avez par exemple les choix de Pierre Lumbi au comité, à la présidence du comité des sages. Pierre Lumbi qui est un proche de Katumbi. Et Katumbi aujourd'hui, ensemble avec les G7, ça constitue une autre force aujourd'hui. Je crois que avec d'autres plateformes, avec d'autres regroupements, le rassemblement va survivre. Au-delà de la survie du rassemblement, madame, il y a ce qu'on appelle la recherche, je disais, de positionnement. Vous avez quelqu'un, madame l'a dit tout à l'heure, le cas Olengankoui. Olengankoui n'a jamais été stable ou constant dans sa lutte. Et tout le monde sait dans ce pays que Olengankoui, c'est un opportuniste. Et quand vous avez des politiciens opportunistes, attendez-vous à ce que, après le départ ou le décès d'un grand baobab comme Étienne Tshisekedi, ce n'est pas... Il se réclame fils spirituel d'Étienne Tshisekedi. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai et faux à la fois. On ne va pas le dénier. Étienne Tshisekedi, c'est un père pour tout le monde, pour tous ceux qui se réclament être de la pro-démocratie. Étienne Tshisekedi, c'est le père de tout le monde. Maintenant, le problème, c'est dans la pratique, faire ce qu'Étienne Tshisekedi faisait. Voilà ce qui peut nous tuer, nous permettre de savoir si Olengankoui est dans la philosophie de Tshisekedi, c'est réclamé de Tshisekedi, c'est toute une philosophie. Maintenant, il faut voir, nous allons analyser les gestes. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Gudule, voilà, aujourd'hui, il y a 3 RASOP. Mais on veut savoir, sur quelle base juridique aujourd'hui fonctionnent ces 3 RASOP? On a le RASOP Tandem Tshisekedi JR Lumbi, on a le RASOP Olenga Tshibala, le RASOP Mayombe Kankou. Qui est légal, qui est légitime
parmi les trois? C'est un peu trop compliqué parce que chacun a eu une interprétation de l'acte de Genval qui a été signé par tout le monde. Si on veut juste, on veut parler vite, on pourra dire que aucun de groupe n'a une base juridique parce que tout ce qui est là n'a pas été prévu par la loi. Ok, l'acte de Genval n'avait qu'un président, un seul président qui était Étienne Tshisekedi, qui était en même temps président du Conseil de sages et puis président du RASOP. Il avait été demandé à M. Kapiambi, qui était de la société civile, de produire un projet de règlement d'ordre intérieur qui pourra permettre à ce qu'on fasse une restructuration. Alors, ça n'a pas été fait jusqu'à la mort d'Étienne Tshisekedi. Et je crois que le groupe de Félix et Lumbi ont estimé qu'il était mieux de faire cette restructuration pour donner une certaine légitimité. Une certaine légitimité. Ok, c'est ça qui fait que, ayant été coopté par un grand nombre de plateformes qui ont signé l'acte de Genval, cela leur donne un caractère un peu légal, ok, par rapport aux autres groupes. Mais ce qui ne veut pas dire que les revendications de Olengankoy et son groupe ne sont pas fondées. Ils sont fondés. Et même celui de Clément Kankou et les autres je ne veux même pas d'abord parler de Clément Kankou et des autres. Je me dis que ça aurait été légitime pour Olengankoy et son groupe de continuer à faire leur demande, leurs revendications dans le groupe. Mais leur faute, c'est d'avoir quitté et aller créer l'aile du rassemblement de l'avenue de l'enseignement. S'ils étaient restés et qu'ils avaient fait leur revendication, c'est ce qui est tout à fait normal. Les autres devaient les écouter. Bon, quant à l'autre aile, je crois que ça, c'est vraiment de l'opportunisme. Parce que, ils faisaient plus partie du rassemblement. À partir du moment où vous faites partie d'un regroupement. Les regroupements rejettent quelque chose. Et vous allez enfreindre ce que le regroupement dit. Vous n'en faites plus partie. Aujourd'hui, nous allons dire Sami Badibangé et son groupe, ils s'opposent à quoi? Parce que les autres s'opposent au gouvernement, ils s'opposent à quelque chose. Mais eux, ils s'opposent à quoi? Parce qu'ils sont en train de gérer. Ils s'opposent à l'opposition. Ils s'opposent à leur propre travail. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'on ne doit même pas faire attention au RASOP des autres. D'ailleurs, en allant aujourd'hui, en allant voir les prêtres, ils n'ont pas fait des revendications comme étant qu'on leur donne les comités des sages. Ils veulent maintenant parler de l'unité. Parce qu'ils savent que en réalité, ils n'ont rien à réclamer. Et aujourd'hui, les RASOP, qu'on peut considérer comme étant légal, un tout petit peu les RASOP qui est à Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi. Mais voilà, Marcelin, c'est le rôle de la presse aujourd'hui. Parce que nous tweetons, Dada et toi, Marcelin, comment les gens nous attaquent. Ils ont dit que c'est nous, les journalistes, qui leur donnons cette force-là, cette existence, même médiatique. Est-ce à nous, journalistes, de boycotter certaines choses qu'on trouve nous-mêmes... comment je peux dire, pas catholique, permettez l'expression. Est-ce que c'est ça le rôle du journaliste, de dire non, moi je ne veux pas couvrir ça parce que je n'apprécie pas ça? Est-ce que nous ne devons que couvrir, nous ne devons que donner l'information? Parce qu'on nous reproche à nous, journalistes, de dire non, c'est votre faute, vous leur donnez une existence médiatique. Madame, je ne pense pas que ce soit à nous de leur refuser le micro. Je ne pense pas. Quand Patrick Mayombe, bien que madame a dit qu'il ne faudrait même pas faire allusion, beaucoup plus allusion au rassemblement Mayombe-Kankou, quand Kankou ou Mayombe veulent parler, comment voulez-vous que moi, journaliste, je puisse leur refuser le micro? Non, je vais passer l'information, mais nous avons aussi la capacité d'analyser. Ça veut dire que nous relayons l'information, mais nous ne la gombons pas.
On doit analyser. C'est ça notre rôle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur cette table. Je crois que Mayombe, Patrick a tout intérêt, avec Clément Kankou, ils sont membres du gouvernement. Il faut comprendre qu'ils ont tout intérêt à ce que le rassemblement puisse éclater. Et à ce moment-là, ça va permettre le beau jour au gouvernement, Sami Badibanga. Mayombe pouvait encore mieux s'occuper, par exemple, de la chenille ravageuse qui a attaqué non seulement au Katanga, mais à l'Équateur, au lieu de s'occuper du rassemblement. Il faut voir le cadre où il a tenu même la réunion. Dans le cabinet, au ministère, madame, vous comprenez déjà, aux frais de l'État, et on tient des activités politiques pour le compte d'un parti, d'un regroupement privé. Allez-y comprendre que c'est toute une autre façon de distraire l'opinion. Mais, comme madame l'a dit, je crois que la légitimité ou un semblant de légitimité se retrouverait du côté de Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi. Et nous sommes en train de... Je repose la même question à Yadek, parce que le débat était chaud. Est-ce que c'est à nous, journalistes, de leur donner cette existence médiatique? On nous a reproché, on a dit, dès que ces gens-là claquent le doigt, vous êtes là parce qu'on a besoin de coupage et tout ça. Ce n'est même pas un problème de coupage. C'est ça le travail du journaliste. C'est d'aller récolter toutes ces informations et les mettre à la disposition du public. C'est notre travail. C'est ce que nous devons faire. On ne peut pas rester à la maison et subir l'information. Nous devons donner cette information. Mais là où nous, journalistes, on doit aller au-delà de ce qu'on nous dit par ces gens-là. C'est ce qu'a fait, par exemple, Zoumeko. Zoumeko a dénoncé, au-delà de cette information, il a dénoncé le fait d'utiliser les installations de l'État pour quelque chose qui est un fait privé. Exactement. Alors, c'est ce que le journaliste, au-delà de donner cette information, les journalistes doivent critiquer ce que les politiciens sont en train de faire aujourd'hui. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire souffrir la population. Et les journalistes doivent démontrer à ces gens-là qui ne peuvent pas se jouer de la population avec des analyses. Donc, aller au-delà de l'information qui est donnée. C'est notre travail. On peut critiquer, on peut tout dire, mais dès que quelqu'un veut parler, on doit lui donner. Si on ne le fait pas, c'est même une faute déontologique. On ne doit pas faire ça. On doit le faire. Nous allons prendre un autre volet, Marcelin Tshiswaka. Eh c'est la non-venue de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Tout le monde l'attendait pour ce 11, mais les communiqués ont sillonné et tout ça. L'hôtel de ville a d'ailleurs dit que c'est fini. On a arrêté les travaux et tout. Alors, pourquoi? Vous connaissez les raisons vraiment pourquoi la famille ne veut pas du retour ou du rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi? J'ai suivi le frère cadet d'Étienne Tshisekedi, l'abbé Gérard Moulumba, qui a avancé quelques raisons, disant que Tshisekedi était l'homme du peuple, l'homme de la population et l'homme de masse. Et bien, les masses ont demandé à ce que qu'on ne puisse pas enterrer Étienne Tshisekedi dans le carré spécial tel que réservé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et au-delà, il a évoqué des questions de sécurité. Il a évoqué des questions de sécurité. Il était difficile pour eux de pouvoir gérer tous ces militants, tous ces combattants, dans la mesure où ils sont pas d'accord avec la décision de l'autorité urbaine ou la décision qu'avait pris l'autorité urbaine conjointement avec la famille biologique d'Étienne Tshisekedi. Et par conséquent, ils ont préféré se rétracter pour dire à l'hôtel de ville, à l'autorité urbaine, qu'ils vont retarder l'arrivée de la dépouille mortelle de Tshisekedi jusqu'à ce qu'on puisse trouver un autre endroit. Parce qu'il y a des revendications, c'est que la base voudrait qu'on puisse enterrer Étienne Tshisekedi, soit au niveau de la permanence de l'UDPS, la 10e rue, ou à un autre endroit qui n'est pas un cimetière. Alors que l'autorité provinciale ou urbaine au niveau de Kinshasa n'a pas été de cet avis-là. La dernière réunion avec la famille politique et biologique d'Étienne Tshisekedi, il était question qu'on puisse poursuivre le pourparlers pour se choisir le lieu. Et curieusement, le gouverneur avait opté pour le cimetière de la Gombe. Donc, j'essaie un peu de voir que pour toutes ces raisons-là, ce n'est que normal qu'on puisse répondre aux revendications populaires. Pourquoi a-t-on préféré
les 500 mètres carrés au niveau du cimetière de la Gombe par rapport, par exemple, à la permanence de l'UDPS. Ce sont des questions qu'on se pose. Moi, je ne vois pas ça de... Moi, je vais voir plutôt le côté sécuritaire de l'enterrement même d'un baobab comme Étienne Tshisekedi. J'étais en train de me poser la question, dès son vivant, pour quitter l'aéroport d'Ndjili, jusque chez lui, à la 10e rue. Quelque chose qui se fait en 5, en 15, 20 minutes. S'il y a trop d'embouteillage, on peut peut-être faire 30 minutes. Mais lui, il faisait 5 heures, vivant. Alors, aujourd'hui, la députée d'Étienne Tshisekedi se présente à l'aéroport de Ndjili. Il n'est pas Marie Missamou, je l'ai dit. Parce que Marie Missamou, au moins, la police pouvait s'interposer, prendre les corps et partir. Avec Étienne Tshisekedi, on ne pourra pas faire ça. D'abord avec ses propres garçons. Il a à peu près une dizaine de garçons majeurs qui ne peuvent pas autoriser à ce qu'on puisse prendre la dépouille de leur père en otage et le faire passer, je ne sais pas moi, en hélicoptère. C'est un problème. Du temps où Étienne Tshisekedi tenait le meeting, le gouvernement faisait en sorte que cela n'arrive pas sur le boulevard du 30 juin. Et qu'on enterre aujourd'hui Étienne Tshisekedi au niveau du cimetière de la Gombe. C'est-à-dire, c'est amener, je prends ne fût-ce que 500 000 Quinois, parce que la ville de Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants. Et on sait que c'est les fiefs de l'opposition. Il ne faut pas se les cacher. Et tous ces gens vont aller enterrer Étienne Tshisekedi. Ils vont prendre d'assaut les avenues. Qu'on leur refuse. Le boulevard du 30 juin qu'on leur refusait. Ils vont venir enterrer, quel que soit le nombre de policiers qu'on mettra sur la route. Qui va sécuriser qui? Pendant combien de temps les magasins vont rester fermés? Pendant tout le temps qu'il y aura les deuils? Est-ce que le palais du peuple a la capacité de recevoir 2 millions de personnes? Moi, pour moi, je me dis que pour toutes ces choses-là, on doit d'abord attendre. Il faudrait mettre en place des mécanismes de sécurité qui sécurisent même les étrangers qui sont venus investir chez nous. Et au-delà de ça, toutes ces revendications politiques qui existent dans ces pays, vous ne pensez pas que ces jours-là, à l'occasion de ces deuils-là, tout le monde pourra s'estimer dans le droit de faire ces revendications politiques? La police, mais on sait comment ça se passe avec les manifestations ici. La police, il y a des manifestants qui provoquent la police. Ils le provoquent pendant des marches, pendant des revendications des étudiants, mais pendant l'enterrement d'Étienne Tshisekedi. Donc pour moi, je regarde les côtés sécuritaires. Je ne regarde même pas les revendications des combattants, là où l'enterrer ou n'est pas l'enterrer, parce que moi je me dis que où l'enterrer ou n'est pas l'enterrer, c'est une question politique. Extrêmement politique. C'est extrêmement politique. Ces gens qui sont en train de revendiquer l'endroit pour enterrer, c'est par rapport à un antécédent. C'est par rapport à un antécédent. C'est quoi cet antécédent? C'est par rapport à un antécédent. C'est pas pour rien qu'ils se disent qu'on peut ne pas l'enterrer dans un cimetière. Le chiffre a été donné. Je suivis un tweet de Yves Kissombe qui s'est dit qu'on a donné 250 000 $ à un... C'est lui qui a eu le marché pour construire ce mausolée. Et l'argent est parti comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer cet argent? D'abord, à qui on a octroyé ce marché de la construction du mausolée d'Étienne Tshisekedi? Madame, je ne sais pas affirmer ici que les 250 000 $ sont partis comme ça. Je constate tout simplement dans les communiqués de l'autorité urbaine qu'on a stoppé, l'autorité a pris acte de la non-arrivée de la dépouille mortelle et a pris acte tout en décidant également de stopper les travaux au niveau du cimetière de la Gombe. Oui, 250 000, c'était les chiffres avancés ou le montant avancé dans la presse, mais moi je ne réfléchis pas dans ce sens-là.
nous avons la loi sur la passation de marché. Il faut s'interroger comment cette entreprise est arrivée à avoir... Vous avez le nom de cette entreprise? C'était un Belge, on nous a dit c'était un Belge. Justement, je n'ai pas le nom de l'entreprise, madame, mais il faut plutôt voir la procédure de passation de marché. Est-ce que l'offre a été mise pour pouvoir bénéficier de ce marché? Je crois qu'il y a beaucoup de questionnements qui entourent cette question de la construction de mausolées. Dans les 250 000 $. Bon, mais comme on n'a pas un document officiel donc c'était qu'il y a eu 250 000 $, moi je ne pense pas qu'on doit discuter de cette manière-là. On doit plutôt se poser la question, maintenant qu'on a arrêté, qu'on puisse nous faire des comptes. Qu'est-ce qui a été dépensé déjà sur place? Et si ça n'a pas été dépensé, ceux qui ont travaillé, qui va payer? Et en fait, on doit plutôt nous faire des comptes sur ce qui s'est passé. Voilà, on avait déjà commencé à travailler, il y a eu telle dépense qui a été déjà effectuée. Ça ne coûte rien qu'on puisse nous le dire. Mais on va pas laisser cet endroit-là comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recouvrir, on va... Voilà, il y a quand même des comptes qu'on nous doit en tant que peuple congolais pour nous dire que voilà, il y a eu de l'argent de l'État qui est sorti pour ça. Et nous avons fait effectuer tel travail qui nous a coûté autant. Et maintenant qu'on a arrêté, c'est un contrat qui a été signé. La personne doit avoir quand même des dommages pour avoir travaillé. Alors qu'on nous dise ce qui s'est passé en attendant qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce qui va se passer avec ce site-là? Parce qu'il y avait quand même... Non, mais il y a le décret de gouverneur de la ville qui annule l'arrêté qui créait ce site, les 500 mètres carrés. Donc, il faut voir maintenant, parce qu'il y a un décret qui a annulé le dernier décret a annulé le premier. Il faut voir maintenant ce qu'ils vont faire, c'est que le site va revenir à ce qu'il était d'avant. Est-ce qu'on ne peut pas garder ce site pour un prochain... Non, mais on va le garder comment? Comment? Parce que ça s'est arrêté, ça s'est annulé. Ça s'est annulé. Lorsqu'on annule, c'est-à-dire que ça n'existe plus. On va couvrir les travaux. S'il y avait des fleurs ou il y avait de la pelouse, on va remettre de la pelouse. Oui, mais c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rationalité dans les dépenses effectuées et comment on a dit passer le marché à cette entreprise. Est-ce qu'on a respecté les lois de la République? Voilà ce qui intéresse. Donc, comme le corps de Papa Etienne ne viendra pas, il sera enterré en Belgique ou comment? Non, il ne faut pas dire qu'il ne viendra pas. On a dit pas incessamment. Oui, c'est renvoyé sine die. Il est où là? C'est vrai qu'on veut avoir l'information. Il est où? Il sera pas. Non, ça il faut laisser à la famille. La famille va décider parce que en fait, on doit finir par l'enterrer quelque part, même ne fût-ce qu'en attendant, parce que là, on prend tout le monde en otage. Moi, on est à la journée de la femme, je pense à la veuve. Parce que vous savez qu'une femme, tant qu'on n'a pas encore enterré son mari, nous sommes des Africains, tant qu'on n'a pas enterré son mari, cette femme-là ne peut rien faire. Elle est là, donc elle doit rester dans un coin, elle dort sur une mousse jusqu'à ce qu'elle ne peut rien faire. Parce qu'au risque, si elle sort demain, on dit non, alors c'est pas très bien. Donc on prend en otage sa femme, on prend en otage ses enfants. On prend en otage aussi les peuples. Si vous passez devant Limité, la 11e rue, c'est difficile maintenant. On continue à mettre des rameaux sur des voitures. Donc c'est tout un peuple qui est en deuil pendant longtemps. Il doit finir par faire quelque chose, l'enterrer à Bruxelles, l'enterrer à Kinshasa, aller avec les corps, je ne sais pas moi, par exemple à Kabé, à Kamwanga. Mais il doit faire quelque chose. Parce que là, on ne va pas rester comme ça. On est suspendu pendant... C'est vrai qu'il faut prendre toutes ces mesures de sécurité, mais ils doivent faire quelque chose en attendant. En attendant, nous allons revenir sur ce sujet qui a été passionnant la semaine dernière parce que beaucoup de gens nous ont félicités. Nous allons revenir un tout petit peu, parce qu'on a le temps, nous allons revenir sur l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Parce que nous sommes là, nous sommes des Kinoises, nous sommes des Kinois, nous vivons dans ça. Et l'émission de la semaine passée a eu beaucoup d'écho. On a eu des reproches, on nous a dit non. Même si vous dénoncez, parce que nous, avec Dagudu, je l'ai d'ailleurs cité, on fait cette campagne Kinshasa, ville propre, nous postons des photos
de la saleté dans notre vie et on nous a dit, non, même si vous dénoncez, il n'y aura pas de suite, vous devez payer vos taxes parce que sans taxes, on ne pourra pas faire de boulot. Est-ce que le fait de dénoncer, j'y reviens aujourd'hui, est-ce inutile aujourd'hui, le travail que nous, journalistes, nous faisons de faire bouger un peu les choses, même virtuellement, de prendre des photos, de mettre pour dire, voilà là où nous vivons. Madame, je crois que de telles réactions ne peuvent venir que des ennemis de la République. Quand le journaliste dénonce ou parle de la salubrité de la ville, je ne pense pas que ce soit pour faire pression sur les autorités, c'est pour leur rappeler le rôle qui est le leur, qu'ils doivent s'occuper de la salubrité dans la ville. Madame, je le disais sur ce plateau que dans la ville province de Kinshasa, il n'y a pas un programme d'assainissement réel. On a fait semblant avec, en son temps, quand il y avait les frais de le financement de l'Union européenne, ça couvrait. On pouvait bien regrouper quelques ONG et leur donner les moyens, et des ONG qui sont, pour la plupart, nous connaissons, des membres de familles politiques. Maintenant, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de financement, où sont passées toutes ces ONG, même les églises qu'on utilisait dans la ville de Kinshasa? C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Comme on n'a pas le programme... Mais les taxes que nous payons, on nous a dit payer vos taxes. Madame, vous n'allez pas me dire quel est le rôle... quel est le rôle de l'autorité? Quand on ne paye pas l'État, il y a des assujettis qui existent. Et le rôle de l'autorité, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à payer la taxe. Mais un autre aspect, même quand bien on paye la taxe, je vais au marché central, madame. On fait payer des tickets tous les jours. Mais regardez l'état du marché central de Kinshasa. Il n'y a jamais eu... Mais on te dira que ce n'est que 200 francs. Ah, mais qui fixe? Qui fixe, madame? Ce n'est même pas le problème. Le grand problème, c'est ce que tu venais de dire, que tu venais de dire tout à l'heure là. Un programme d'assainissement. Quel est le programme d'assainissement de la ville de Kinshasa? On n'a pas un programme d'assainissement parce que dans ces programmes d'assainissement, non seulement il y a l'enlèvement des déchets récoltés auprès des ménagers, il y a dans ce programme la sensibilisation de la population par rapport au traitement des déchets, il y a le traitement même des déchets qu'on récolte par-ci, par-là, et il y a les dépotoirs publics qui doivent recevoir tous ces déchets qui sont à recycler. Mais quel est le programme du gouvernement, de la ville de Kinshasa? Quel est le programme d'assainissement que la ville de Kinshasa a présenté pour dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent? Ils n'ont pas d'argent par rapport à quoi? Parce que nous ne payons pas les taxes. On nous le reproche. Et lorsqu'on doit parler de taxes, Marcelin venait de le dire, on devait commencer d'abord par les marchés centrales, avant d'arriver dans les différents collecteurs des saletés qui sont répandus dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Au marché central, on paye 200 francs chaque jour. 200 francs sur combien des vendeurs au marché? Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cet argent pour enlever d'abord les saletés qui sont dans nos marchés? C'est-à-dire que cet argent-là, les 200 francs, va quelque part. Disons, si on avait ne fût-ce que 200 000 francs par jour dans chaque marché. Par jour, je dis bien. Et par semaine, on a combien? Sur les 200 francs, on a combien? Et maintenant, avec cet argent qu'on a en semaine, même si on n'a pas 200 000 francs par jour, en semaine, est-ce qu'on veut dire qu'on n'a même pas 1 million? Il faut combien de camions pour juste le marché central? Il faut 10, 15 camions. Mais avec même 10, 15 camions, si on mettait le carburant dans chaque... On va enlever ces immondices. Mais on ne les enlève pas parce qu'il n'y a plus de bonne foi. Les gens sont devenus méchants. Ils estiment que c'est normal. Nous devons vivre dans la saleté. La ville de Kinshasa est sale. Lorsque vous prenez les centres-villes, si le petit peuple ne paye pas le taxe, mais tous ces gens qui ont des magasins dans les centres-villes, ils payent le taxe, ils payent l'impôt sur l'environnement. C'est toutes les boutiques. Essayez d'ouvrir une petite boutique aujourd'hui devant votre maison. Vous aurez la commune qui va vous demander les frais d'ouverture. Ils vont vous demander les frais de l'assainissement, de l'impôt, l'environnement. Vous allez payer et ça se paye chaque année.
Même si on vient le prendre petit à petit, mais c'est à peu près 150 $ qu'on paye pour l'environnement, pour chaque petite boutique que vous avez dans le quartier. Alors, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi qu'ils n'ont pas l'argent? Sur l'avenue du commerce, où aujourd'hui il y a un tas d'immondices sur la route qui vient de la poste jusque sur l'avenue du commerce, qui passe devant les bureaux du gouverneur, l'hôtel des villes. Vous avez un tas d'immondices qui est à cet endroit-là. Mais sur cette avenue, tous ces commerçants étrangers qui sont là, ils payent tous les jours. Ils payent chaque mois les taxes d'environnement. Ils payent. Mais vous allez dire qu'ils n'ont pas d'argent. Et l'argent qu'ils récoltent va où? Dada, vous êtes une femme, c'est aussi le comportement des Kinois. C'est vrai, on va nous dire que chaque Kinois doit aussi participer à la propreté de l'environnement. Je réponds à cette question parce qu'il y a quelqu'un de Lubumbashi qui m'a dit, mais après tout, vous les Kinois, vous êtes aussi sales. De toutes les façons, vous les Kinois, vous êtes sales. Parce qu'on ne voit pas de tels immondices, par exemple, dans la ville de Lubumbashi ou à Likasi. Comment expliquer la propreté de la ville de Likasi par rapport à Kinshasa? Parce que tous sont des Congolais. Parce que les Kinois sont sales. Je reviens encore dans ça. Tu as raison. C'est le comportement Ils des Kinois. peuvent avoir raison de poser cette question. Moi, je suis dans la cinquantaine. Je suis dans la ville de Kinshasa depuis les années 70. Dans les années 70, il existait ce qu'on appelait la police d'assainissement. Cette police d'hygiène entrait dans chaque parcelle pour contrôler le traitement et la propriété dans chaque et faisait payer l'impôt. Je voyais comment nos parents faisaient en sorte que la parcelle puisse être propre parce que le samedi, la police d'assainissement va passer. Sur les avenues, les chefs de quartier passaient pour sensibiliser la population à la propriété, pour laver les curés, les petites rigoles qu'on a dans nos... Ça existait jusque dans les années 75-80. Mais où est partie cette police? Quand la population met la saleté devant sa parcelle et qu'il n'y a personne pour venir faire payer ne fût-ce qu'une petite amende. Mais il y a l'impunité en tout aujourd'hui dans la vie de Kinshasa. Vous allez parler à une population à qui vous n'arrivez pas à payer l'argent. Vous leur demandez à ce qu'ils vous payent, l'amende. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans des communes? La police d'assainissement existe. Mais ces gens-là, quand ils viennent chez vous à la maison, ils trouvent la saleté. La personne qui vient vous demander n'a lui-même pas mangé pendant 3 jours chez lui. Il vient vous dire qu'il faut payer 5 000 francs et dans les 5 000 francs, lui-même n'a rien et vous croyez qu'il va amener ça à la commune. Il y a un problème d'impunité qui a commencé à la base. Et aujourd'hui, ça va être très difficile de sensibiliser. Et même lorsqu'on doit sensibiliser, on doit sévir. Et si on ne sévit pas, on ne met pas de lois en place qui doivent être respectées et faire respecter ces lois-là, on se retrouve dans une ville sale comme on est aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa restera aussi sale parce que c'est quand même, c'est vrai que quelqu'un m'a encore dit, moi je tweetais, on me répond, non, à l'époque il n'y avait que 3 millions d'habitants, aujourd'hui on est à 11 millions, comprenez aussi la dégradation, mais moi je lui ai répondu, eh bien gouverner c'est prévoir. Est-ce que la ville va rester sale parce que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, le nombre de population va augmenter, ça sera encore pire? Oui, madame, cette question, je crois qu'il faut la prendre à 2 niveaux parce que la question de la salubrité, elle est sociétale. Le premier niveau, c'est d'abord sur le plan institutionnel. Il faut qu'on remette les chefs des quartiers, les bourgmestres dans leur rôle. Vous savez, quand vous avez par exemple sur l'avenir, il y a un chef d'avenir qui est dans son rôle et qui est reconnu sur l'avenir, il peut faire le suivi dans la sensibilisation. Mais aujourd'hui, quels sont les chefs d'avenir? Ils ne sont même pas connus, ils ne sont même pas respectés parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés par le pouvoir public. Et comment voulez-vous lui demander qu'il aille, au lieu qu'il s'occupe de son ménage, qu'il commence à s'occuper de la salubrité sur son avenir? Vous voyez un peu? Donc c'est une question à la fois publique, mais aussi une question des sociétés, dans la mesure où il faut impliquer tout le monde. Je prends l'exemple lorsqu'on a déposé ici, il y avait des poubelles, lorsqu'on mettait des poubelles publiques sur le boulevard du 30 juin. Ça a commencé à changer dans la tête des gens. Je vais jeter mon papier mouchoir. Ah non, non, il y a une poubelle quelque part, je jette. Mais le problème, c'est quoi? Ces poubelles, quand elles sont pleines, on met du temps pour les décharger.
Alors, toutes ces ordures vont tomber sur la place publique. Automatiquement, on se dit, même si j'étais dans la poubelle, comme la poubelle elle est déjà pleine, je peux jeter même par terre. Donc, à ce moment-là, c'est encore le rôle de l'autorité. C'est pourquoi nous insistons sur le programme d'assainissement au niveau de la ville, parce que ça englobe également la problématique de la sensibilisation. Donc, ça doit partir de la sensibilisation, non seulement au niveau des institutions, mais aussi au niveau de toute la société. Quand tu vas dans les écoles aujourd'hui, même dans les écoles aujourd'hui, il n'existe plus de poubelles. Alors que nous, on a étudié dans les lycées, collèges, les prêtres. Tu as d'ailleurs fait poster derrière il y avait une école là, vers Chaoumba, voilà, il y avait des poubelles. Sous les boulevards du 30 juin, il y avait des poubelles. Nous, quand on traversait pour aller au collège ou au lycée, on trouvait des poubelles, on ne pouvait pas jeter. On ne pouvait pas jeter. Mais aujourd'hui, même dans les écoles, il n'y a pas de poubelles. Vous entrez dans les écoles, les travaux manuels que nous, on faisait, on a commencé à demander l'argent aux enfants. On dit que pour les travaux manuels, vous amenez l'argent des balais et vous amenez l'argent pour les papiers hygiéniques, savon et tout. On prend. Et même quand les enfants amènent du papier hygiénique à l'école ou du savon, on ne met pas ça à la disposition des enfants. Les enseignants et tout les amènent chez eux à la maison. Les directeurs amènent tout. Il va vendre, il ouvre une petite boutique. Alors comment voulez-vous qu'il y ait une mentalité d'hygiène dans la ville lorsque on détruit tout? On a tout détruit, même la base. On a détruit. Aujourd'hui, quand vous demandez à votre voisin pourquoi il y a la salle, il vient mettre la saleté chez vous, il vous dit Yondo Robong-Samboko. Et puis, quoi, on est tout ça dans balabala à l'État. On oublie que l'État, c'est tout le monde dans ces pays. Donc, il y a un grand travail à faire. Et moi, je m'insurge contre tous ces gens qui disent qu'on ne peut pas faire la salubrité dans la ville parce qu'il n'y a pas d'argent. Les pousseurs qui amènent la saleté vers le collecteur, est-ce qu'ils savent qu'on le paye? Quand ils viennent dans nos parcelles collectées, on paye. Ils prennent ces saletés, ils vont le mettre dans le collecteur. Alors, si cet argent qu'on payait aux pousseurs, l'État pouvait, la ville pouvait s'organiser pour venir prendre ça chez nous et nous montrer comment est-ce qu'on doit partager nos déchets, voilà, comment on veut faire. Pourquoi l'État ne peut pas s'organiser par commune ou bien comment faire? Et comment ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'argent? Et les pousseurs, ils gagnent de l'argent comment? Donc je me dis que ça n'a pas de sens. C'est vraiment des ennemis de la propriété et des ennemis de la population. Ils veulent tuer la population. Parce que cette même population va tomber malade et va commencer à chercher de l'argent. C'est appauvrir la population parce qu'ils doivent aller tout le temps dépenser leur argent à l'hôpital. On va donner des moustiquaires imprégnés. Justement, je voudrais enchérir par rapport à ce que dit madame sur le frais même qu'on fait payer au niveau des écoles. Mais il n'y a pas qu'au niveau des écoles, il y a la police. Faites un tour le samedi, il y a les policiers qui vont passer. Au lieu de voir s'il y a, on a entretenu le lieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font payer 200 francs et puis ils passent, vous ouvrez votre boutique. C'est ça le jeu à Kinshasa. Donc le policier passe tous les week-ends pour récolter 200, 100 francs, 300 francs, même si on n'a pas... Ils peuvent pas. Nous allons terminer vraiment par le mois de mars, par un petit mot par rapport à ce mois ici. Le thème, en tout cas, c'est la parité. Toujours, on y revient, d'Agudule, par rapport à ce mois de mars. Est-ce qu'aujourd'hui, la célébration de ce 8 mars a encore son sens, Gudule Boilé, aujourd'hui? La célébration a toujours son sens, d'autant plus que les revendications de la femme ne sont pas encore arrivées, n'ont pas encore atteint les niveaux qu'on a toujours voulu avoir, c'est-à-dire l'égalité sociale. J'insiste, l'égalité sociale entre l'homme et la femme. Comme on n'a pas encore atteint, la journée a toujours son impact. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre de ça qui n'est pas, qui commence un peu à dérouter. Par exemple, moi je me dis toujours, je n'ai jamais compris pourquoi les gouvernants tiennent toujours à faire des manifestations dans la ville capitale de Kinshasa sans aller à l'intérieur. Or, lorsque nous restons dans la ville, parce qu'il y a, on se dit c'est la capitale, c'est le miroir, mais les femmes qui sont à l'intérieur du pays ne peuvent pas changer de mentalité. Et quand ces femmes-là ne changent pas de mentalité, ils ne sont pas encore au niveau des autres femmes, l'impact de la journée va continuer à diminuer. Elle ne pourra pas atteindre les niveaux que l'on veut.
Alors, on me dit demain, par exemple, qu'il y aura une manifestation aujourd'hui, il y a une manifestation qui a eu lieu au niveau de Charcotel. C'est dans la commune de la Gombe. La femme qui part dans Charcotel, c'est une femme qui sait ce que c'est avoir la parité 50-50. Parce qu'elle va en ville, elle travaille, elle a étudié. Est-ce que la femme qui habite Kisenso sait ce que c'est la parité de 50-50 sur le plan social? Est-ce que la femme qui habite Malueka, au fond, elle sait ça? Non. Pourquoi est-ce qu'on doit à chaque moment faire des manifestations dans des grandes villes, dans les endroits huppés, en faisant en sorte que la personne qui a besoin de cette information est discriminée? Donc je me dis que c'est dans la mise en œuvre, de la pratique de cette parité qui n'est pas... Un mot par rapport à... L'homme doit aussi parler par rapport à cette date du 8 mars. Pour vous, est-ce que ça devient folklorique? Est-ce que pour vous pensez que vraiment que l'émancipation de la femme a son impact dans le développement de la RDC? Justement, madame, l'homme ne peut pas se développer sans avoir la femme à ses côtés. La femme, elle accompagne l'homme dans toutes les activités que l'on peut faire. Je rejoins un peu madame quand elle parle de la journée internationale de la femme. Je crois que c'est une opportunité pour le gouvernement de pouvoir d'aller vers cette femme rurale. Parce que c'est elle qui a besoin de l'information sur la parité. Mais chez nous, malheureusement, on se base beaucoup plus sur la femme intellectuelle qui a déjà des capacités de comprendre facilement que la femme, celle qui est dans l'arrière-pays, qui subit d'ailleurs le méfait de la discrimination sociale. C'est au niveau de l'arrière-pays. Je crois que là, je soutiens totalement, madame, il faut aller vers l'arrière-pays. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Même Kinshasa en question, ce n'est pas le centre-ville qui a besoin de l'information. Ce sont les communes périphériques. Pourquoi ne pas organiser une journée de sensibilisation où les femmes qui sont les femmes intellectuelles, les femmes de la fonction publique, vont descendre vers les femmes qui habitent Maluku, qui habitent je ne sais pas moi où, pour aller leur parler de cette journée. Aujourd'hui, on parle de parité 50-50, mais il y a des moments où on parlait de la femme maraîchère, mais on venait discuter de cette femme maraîchère ici en ville. Il y a des femmes qui ne savent même pas qu'aujourd'hui, elle peut avoir les divorces parce que son mari a quitté la maison depuis 5 ans. Elle ne sait pas qu'elle peut aller demander pour demander à ce que parce que son homme a quitté le toit conjugal, pour désertion de toit conjugal, elle peut demander, elle continue à attendre. On doit aller expliquer, mais pourquoi faire toujours des manifestations au centre-ville? Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce web press. En tout cas, Journée internationale de la femme, c'est ce 8 mars. Merci en tout cas et hommage à toutes les femmes, parce que nous sommes la matrice de la Terre. Merci à Gudule Boilia de l'objectif et de l'objectif.net. Je souligne les dans le net. Il faut y aller, il faut sillonner le net. Et aujourd'hui, c'est le média de l'avenir. Merci aussi à Marcelin Tiswaka de Congo Télévision. Vous l'avez redemandé, il est là. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Donc, merci à Jacques Piana à la régie. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Ciao.